Bonjour chers amis cinéphiles, heureux de vous retrouver sur On se fait une toile. Aujourd'hui, un film majestueux au casting 5 étoiles, un réalisateur de légende, mais pas de cow-boy solitaire ni de duel au final à midi. Dans les grands espaces de William Wyler, il casse les codes du western classique pour livrer une œuvre subtile, psychologique et terriblement moderne. Alors pourquoi ce film a-t-il tant divisé sur le plateau? Que racontent vraiment les paysages et les silences? Gregory Peck, Gene Simmons, Carroll Baker, Charlton Heston s'affrontent dans un western inattendu. Une œuvre à redécouvrir et on en reparle tout de suite après le générique. 1957, conscient de l'effondrement progressif des grands studios, Gregory Peck décide de fonder sa maison de production, la Melville Productions, avec Cy Bartlett, auteur du scénario d'Un homme de fer. Le fait qu'un acteur puisse désormais s'investir dans le processus créatif d'un film est révélateur de certains bouleversements à Hollywood. À titre d'exemple, la même année, Kirk Douglas coproduit le film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, et engage une bonne partie de sa fortune dans le film Les Vikings, mis en scène par, je vous le rappelle, Richard Fleischer. Quant à Burt Lancaster, il produit lui aussi des films de Robert Aldrich, Bronco Apache, Veracruz, puis Marty, qui vaudra un Oscar à Ernest Borgnine. Et en bonne autodidacte, il passera même à la réalisation avec L'homme du Kentucky en 1955. Vous remarquerez que ce sont tous des personnalités fortes du cinéma américain. Gregory Peck propose à son ami William Wyler, avec lequel il a réalisé déjà Vacances romaines. Donc il lui propose de réaliser son prochain film. Celui-ci apprécie le scénario et donc il s'associe au comédien pour réaliser le film mais aussi pour le coproduire. C'est un western qui raconte l'histoire de Jim McKay, un marin démobilisé qui gagne les plaines du Middle West pour se marier à Patricia, la fille du major Terrill, un grand propriétaire terrien. Son goût pour la non-violence le fait passer pour un lâche aux yeux de sa fiancée, de sa belle famille et même de Steve Leake, l'homme de main du major. Voilà, le décor est planté, vous vous en doutez bien que ça va pas s'arrêter là. Mr. Leach, I knew exactly where I was all the time. You're a damn liar. If it's a fight you're looking for, you picked the right time for it. William Wyler est connu pour être perfectionniste, exigeant de nombreuses prises, entre 40 à 50 prises parfois, ce qui mettait Gregory Peck à rude épreuve. Au fil des jours, l'atmosphère devenait pesante. Nous avions des problèmes de scénario, se souvient l'acteur, des obstacles physiques. Je pense que Wyler a senti qu'il ne faisait pas un de ses meilleurs films. Nous avions dépassé les jours de tournage et le budget qui aurait dû coûter 2,8 millions de dollars en coûta 4,1. À cette époque, c'était beaucoup d'argent et le stress nous gagne tous les deux. Mais il n'y avait pas que cela qui agaçait Gregory Peck. Il trouvait que le réalisateur se comportait mal vis-à-vis de Gene Simmons. Il affichait un mutisme quasiment constant vis-à-vis de l'actrice. Fidèle à ses habitudes, Wyler ne fait aucun commentaire encourageant pendant les prises. Déstabilisant, Gene Simmons, l'actrice au visage angélique, joue la douce institutrice. Elle va même par moments voler la vedette à Carroll Baker, qui a un rôle plutôt ingrat, il faut le dire. Mais ce qui fait exploser Gregory Peck, c'est qu'à un moment, il a voulu refaire une scène que lui estimait améliorable. Et il se heurta au refus sec de son réalisateur. Gregory Peck s'est senti offensé et a quitté rageusement le plateau de la même manière que King Vidor au cours
du tournage de Duel au soleil. À ce propos, l'acteur dit qu'il s'est senti humilié. Il se rappelle avec amertume: après toute notre collaboration ensemble, mon ami Wyler ne m'autorise pas à refaire une prise. Après avoir travaillé si étroitement, il me devait cela. Je me suis senti trahi. Le lendemain, au moment de reprendre le travail, Gregory Peck était retourné à Los Angeles. Wyler était offusqué. Un acteur qui quitte le plateau avant la fin d'un tournage était fini. Je ne peux pas dire qu'il avait tort, se rappelle Gregory Peck. Mais les enjeux financiers sont tellement importants, Peck étant un producteur, que celui-ci ravale son orgueil et revient terminer le film. Malgré tout, le réalisateur et lui ne se parlaient plus. Ils se tenaient éloignés l'un de l'autre. Wyler dirigeait tout le monde dans leur scène, sauf Gregory Peck. Mais à ce moment-là, il connaissait si bien son personnage qu'il n'avait même plus besoin d'être dirigé. L'embrouille a quand même duré près de 2 ans, jusqu'à ce que leurs chemins se croisent à nouveau pour la cérémonie des Oscars, alors que Wyler quittait la scène tenant son Oscar du meilleur réalisateur en 1959 pour Ben-Hur. Gregory Peck lui tendit la main et le félicita. Wyler accepta le geste, mais ajouta rapidement: « Je ne vais pas retourner cette scène ». D'ailleurs, ils n'ont jamais retourné ensemble. Those that are going to go on 1 hour to eat, folks, while we change the horses. Oh, let me help you, ma'am. Thank you. Mais Gregory Peck, malgré tout, conserve un avis objectif sur les qualités du réalisateur, du cinéaste. C'était un réalisateur qui faisait confiance à son instinct. Il savait reconnaître ce qui marchait. Cela paraît être surprenant, mais tous les metteurs en scène ne savent pas y faire. Parfois, ils conservent une mauvaise prise ou bien ils ne sont pas ouverts à ce qui peut arriver sur le moment. Wyler avait un sens aigu pour cela. Je crois que l'on peut dire de lui qu'il n'était pas concerné par le processus de création intérieure comme pouvait l'être Elia Kazan par exemple. Ce qu'il voulait, c'était un bon résultat et il se moquait de la façon de l'obtenir. D'ailleurs, le réalisateur lui-même se montrait plutôt satisfait du résultat lorsqu'il déclare en 1981 « C'est avant tout une critique des westerns. Le protagoniste refusait d'être héroïque, de sortir son pistolet quand quelqu'un disait une chose qui lui déplaisait, ou de se battre quand on ne voulait pas boire avec lui. Il ne montait pas sur un cheval sauvage pour montrer qu'il n'avait pas peur. Ce sont des clichés du western et cela m'amusait de les traiter. On pouvait appeler Les Grands Espaces un anti-western. Les Grands Espaces, c'est un western de qualité entièrement tourné en décor naturel. Le film bénéficie d'une très belle photo et des profondeurs de champ saisissantes, à l'image du titre pour le moins évocateur. Malgré tout, le film remporte un certain succès lors de sa sortie en 1958, mais pas suffisant pour rentrer dans ses frais. Sans doute par son manque d'action et sa longue durée, près de 2h45, peut-être que ça joue en sa défaveur. You're enjoying yourself, Major. Passons en revue les autres acteurs de la distribution qui viennent épauler Gregory Peck dans cette aventure. Nous avons donc parlé déjà de Jane Simmons, qui est un pilier du film. Elle joue Julie Maragon, qui s'était distinguée non seulement par sa performance, mais aussi par sa capacité à garder son calme, sa concentration sur un plateau, parfois sous tension. Elle a souvent été saluée pour son intelligence émotionnelle,
Malgré tout, elle a été tellement traumatisée par le tournage du film qu'elle a refusé d'en parler pendant plusieurs années, jusqu'à une interview dans les années 80 où elle a révélé « On apprenait notre texte, on le réécrivait, on restait debout toute la nuit pour apprendre la nouvelle version. Puis on recevait une autre version le lendemain matin. Ça rendait le jeu des acteurs quasiment impossible. » Il est bon ton de mentionner Charlton Heston qui fait également partie de la distribution, bien qu'étant déjà devenu une vedette de premier plan depuis son interprétation de Moïse dans les 10 commandements de Cecil B. 2000 en 1956, l'acteur se contente ici, une fois ne sera pas coutume, d'un second rôle pour le moins antipathique, on va dire. Il avait d'abord refusé le rôle du contremaître car il ne trouvait pas le rôle assez important. Mais c'est son agent qui l'a convaincu que cela valait sûrement la peine d'avoir l'opportunité de travailler avec Gregory Peck et William Wyler. Et c'est peut-être grâce à ce film qu'il a obtenu le rôle dans Ben-Hur, l'un des plus grands succès du cinéma. Allez savoir. Il se souvient du tournage d'une scène avec Carroll Baker. J'ai dû me battre avec Carroll dans une de mes scènes. C'est d'ailleurs l'une de mes meilleures scènes. Je lui tiens les poignets. Elle a du mal à s'en libérer. Le réalisateur m'a donné des instructions secrètes pour ne pas la lâcher. J'ai assez de grandes mains pour tenir ces deux poignées dans une seule. On a dû refaire la scène, je ne sais pas, une dizaine de prises faciles sur ce plan. Et elle avait la peau sensible et elle avait des zébrures sur les poignets à force de les tenir serrés. Entre les prises, on lui mettait de la glace et de la peau de chamois pour atténuer sa douleur. Elle pleurait de frustration, de colère et de toutes sortes de choses. Finalement, elle a dit à Wyler « Chuck, ne me lâche pas ». Et il lui répondit « Je ne veux pas qu'il te lâche. Je veux que tu t'en sortes toute seule ». Il cherchait cette frustration, il cherchait cette colère que l'on peut voir très clairement à l'écran. Now, wouldn't it? You! If you ever touch me again! What are you gonna do, Miss Terrell? Sick your bridegroom on me? Get out of here! Don't worry, I'm going. I'll even get up a search party and go find your wandering boy for you. He can have you. I can see you two were just plain made for each other. Le tournage a eu lieu en grande partie en extérieur, notamment dans les plaines de Californie ou autour du désert Mojave. Les températures extrêmes et les tempêtes de sable ont rendu le tournage éprouvant pour l'équipe et les acteurs. Wyler, fidèle à sa réputation, refusait de raccourcir les prises, malgré les conditions. Pour les cinéphiles, vous remarquerez que un film comme L'Homme de l'Ouest, tourné en 1958 d'Anthony Mann, partage le même décor, comme c'était souvent le cas dans les productions des westerns. Les deux films partageant un même lieu de tournage, le repère du ranch des Anasay, situé au fond du canyon Blanco, dans ce film. C'est exactement le même décor que celui utilisé pour la ville fantôme de Lasso dans le dernier acte du film L'Homme de l'Ouest. Les acteurs se sont divertis pendant le tournage jouant aux cartes, Gene Simmons et William Wyler, en dessinant pour Charlton Heston, en jouant aux échecs pour Gregory Peck et Burl Ives, et en organisant des courses de tortues entre Charlton Heston et Carroll Baker. Tout cela pouvait faire penser qu'il y avait une bonne ambiance sur le tournage. Comme vous l'avez entendu, ce n'était pas forcément toujours le cas. Je trouve que la musique est assez emblématique. Dès qu'on entend les premières notes, on reconnaît cette mélodie. Mais le réalisateur, encore lui, détestait cette musique. La musique de Jérôme Moros pour son film. Il insista pour engager un autre compositeur. Mais lors des avant-premières, le public fut si enthousiaste de la musique, notamment pour ce fameux thème d'ouverture, que Gregory Peck a réussi à convaincre le réalisateur de laisser Moros. D'ailleurs, celui-ci fut nommé aux Oscars de sa musique pour The Big Country. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus grandes musiques originales du classique western.
compléter cette rétrospective, nous avons beaucoup mentionné William Wyler. Savez-vous qu'il est né en 1902 en Alsace, à Mulhouse, une région alors sous domination allemande depuis 1871. À 18 ans, il traverse l'Atlantique pour les États-Unis, comme beaucoup de jeunes Européens, à la recherche d'un nouveau départ. Il débarque à Hollywood, à l'époque où le cinéma invente ses propres règles, et il apprend le métier sur le tas, comme l'avait fait John Ford avant lui. Ses débuts derrière la caméra sont modestes, mais intenses. Entre 1925 et 1929, il enchaîne pas moins de 30 westerns courts, comme des petits courts-métrages, tournés rapidement, avec peu de moyens, mais d'une efficacité redoutable. En 1930, il passe à un format plus ambitieux, avec le film Tourmente, un western de 1h20, qui marque un tournant dans sa filmographie. Au fil des décennies, Wyler développe un style rigoureux, sensible, souvent centré sur des personnages complexes, pris dans des dilemmes moraux. D'ailleurs, il retrouve à plusieurs reprises l'acteur Gary Cooper, notamment dans Le Cavalier du désert en 1940 et La Loi du Seigneur en 1956. Son dernier western, Les Grands Espaces, offre une relecture du genre plus psychologique et contemplative. Au total, William Wyler signe 71 films en 45 ans de carrière. Certains comptent parmi les chefs-d'œuvre du cinéma américain. Il s'arrêtera de tourner en 1970, laissant derrière lui une œuvre dense, exigeante, traversée par une constante attention à la direction d'acteurs et à la dramaturgie. William Wyler s'est éteint le 27 juillet 1981, emporté par une crise cardiaque. Il reste l'un des artisans majeurs du classicisme hollywoodien, à la fois discret et incontournable. Dernier point, est-il nécessaire de mentionner qu'il a obtenu l'Oscar de la meilleure réalisation en 1943 pour Madame Miniver. En 1947, toujours meilleure réalisation pour Les plus belles années de notre vie. Festival de Cannes 57, Palme d'or pour La Loi du Seigneur, précédemment mentionné. Et oui, en ce temps-là, on pouvait avoir des films qui se regardent à Cannes. C'est plus trop le cas maintenant. Et enfin, l'Oscar en 60, bien sûr, meilleur réalisateur pour Ben-Hur. Plutôt que de se concentrer sur un héros solitaire, justicier providentiel, William Wyler choisit de donner de l'épaisseur à chacun de ses personnages. Tous ont leur place, leur voix, leur rôle dans une histoire, sans qu'aucun ne soit érigé en figure dominante. Ce parti pris assez rare donne à un film une dimension chorale, plus humaine, plus crédible, à travers une mise en scène sobre mais précise. Le cinéaste prend le temps de poser les enjeux. Il explore les tensions, les orgueils, les rivalités, avec un regard qui privilégie la nuance plutôt qu'à l'éclat. Loin du duel conventionnel et de la vengeance, Les Grands Espaces est un western de la parole, du regard, de l'affrontement moral. Son message, la non-violence ne mène à rien, est d'autant plus fort qu'il n'est jamais asséné, mais patiemment construit. You lost again? Huh? Just like before. I'll be leaving here in the morning, Leach. Oh. Yeah, that would figure, McKay. I don't know why you thought you had to come say goodbye. Goodbye that I have in mind will take a little more room than we have in here. Construit. Les paysages grandioses ne servent pas seulement de toile de fond, ils participent pleinement à l'atmosphère du récit, soulignant l'isolement, l'âpreté, mais aussi la beauté de ce monde encore en construction. Gregory Peck, sobre et charismatique, comme à son habitude vous allez me dire, incarne un héros peu conventionnel, presque en retrait, qui impose sa présence par la mesure
mais non pas par la force. Et il fallait vraiment un héros charismatique pour représenter ce personnage, un acteur charismatique. En face de lui, je trouve que Charlton Heston est tout aussi charismatique. La Brute, un acteur qu'on n'a pas encore mentionné et qui a un rôle important dans le film, c'est Chuck Connors. Il joue quand même une sale brute, dénuée de tout sens moral, lâche, mais lui pour de vrai. Mais ce sont aussi les deux figures féminines qui donnent au film une tension et une profondeur inattendues. Jeanne Simmons, lumineuse et droite, incarne la raison, le progrès, une idée de justice et d'égalité. Face à elle, il y a Carol Baker, qui campe une héritière orgueilleuse, une enfant gâtée, d'un monde qui ne veut pas changer. Entre les deux, tout se joue. La vision du monde, rapport aux hommes, aux terres, à la violence. Elles ne sont pas seulement des adjuvantes ou des obstacles amoureux. Elles sont au centre du conflit et leurs choix comptent tout autant que ceux des hommes. Wyler leur accorde une place rare dans un western, dans un genre souvent masculinisé à outrance, où les femmes sont reléguées en bonnes mères de famille. Voilà. Wyler transformant une histoire qu'on pourrait croire déjà vue en une œuvre d'une grande modernité, portée par une distribution impeccable. Chaque personnage compte, chaque scène est pesée, chaque silence est signifiant. C'est un film à redécouvrir, surtout pour celles et ceux qui pensent que le western se résume à des duels au soleil. Ici, on est dans un autre registre, plus lent, c'est vrai, mais plus profond et plus vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready. Aim. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film. J'espère que je vous ai donné envie de le redécouvrir ou de le découvrir. J'espère que les petites anecdotes sur son tournage vous ont intéressé. C'est un grand western. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je le répète constamment. Bien sûr, de poster un petit like et de faire un commentaire. Je lis tout et je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis bonne toile, bien sûr, d'où le nom de la chaîne. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.